Mes chers amis, si les données du cours précédent sont acquises, on va pouvoir à présent continuer. Je résume juste de façon succincte en un mot les données de l'autre fois. Nous avons dit que l'ustensile qui se trouve directement sur le feu, il s'appelle en hébreu kli rishon, ça veut dire c'est un premier ustensile. Lorsque je verse l'eau de cet ustensile dans un second ustensile, qui était vide par exemple, l'eau qui va se trouver dans le second ustensile, on appelle ça un kli sheni, un second ustensile. Lorsque je verse de l'eau de ce second ustensile dans un troisième ustensile, ce troisième ustensile va s'appeler en hébreu un kli shlishi, un troisième ustensile. On a dit aussi que lorsque je verse de l'eau bouillante d'un kli rishon directement sur un aliment, ça s'appelle en hébreu irouy mikli rishon. Ça veut dire de l'eau qui quitte le premier ustensile et qui percute directement un aliment. Alors à présent, rentrons dans la halacha de plein pied. Un kli rishon, ça a la faculté de cuire. Ça veut dire qu'un kli rishon, ça veut dire l'ustensile qui était sur le feu. Même une fois que je l'ai retiré du feu, on considère que l'eau qui est à l'intérieur, à partir du moment où elle est encore à une chaleur de 45 degrés, ce qu'on avait appelé en hébreu yad soled et bo, eh bien, cet ustensile-là, avec l'eau qui est à l'intérieur, ça peut cuisiner, ça peut tout cuire. Ça veut dire que dans mon kli rishon, voilà, prenons le cas, j'ai une casserole qui se trouve sur la plata, dans laquelle il y a de l'eau, qui a une température de plus que 45 degrés. Je prends cette casserole, je la retire de la plata. Et je mets dedans, que ce soit une tomate, que ce soit une carotte, que ce soit des pâtes, que ce soit de la viande, évidemment, qui n'est pas encore cuite. Eh bien, on considère que, étant donné que j'ai introduit ces choses-là dans un kli rishon, le kli rishon va pouvoir les cuire. Dès lors qu'il va pouvoir les cuire, Shabbat, c'est une interdiction de la Torah de le faire. Donc, kli rishon, ça peut cuire. Quel est le statut du kli sheni? Donc, j'ai pris l'eau qui se trouve dans cette casserole et je verse le contenu dans un verre. L'eau qui va rentrer dans ce verre, ça s'appelle kli sheni. Quel est le statut de ce kli sheni? Est-ce que j'ai le droit dans ce kli sheni de mettre des tomates, de mettre des carottes, de mettre des pâtes non cuites, de mettre de la viande non cuite? Ai-je le droit ou pas? Réponse de la halacha, c'est que le kli sheni, il n'a déjà plus la faculté de cuire. Et donc, est-ce que j'ai le droit de mettre à l'intérieur des aliments? Réponse oui, ça ne cuit déjà plus. Pourquoi ça ne cuit déjà plus? A priori, vous devriez me poser ici une question très forte. Qu'est-ce qui cuit? C'est la chaleur de l'eau ou c'est le nom que je donne à l'ustensile? A priori, on serait amené à dire que c'est la chaleur de l'eau. Si je considère qu'une eau qui se trouve à 45 degrés, elle peut déjà cuire un aliment qu'on introduit à l'intérieur, qu'est-ce que ça me change que ce soit dans un premier ustensile, dans un kli rishon, ou dans un kli sheni? Je vous donne un exemple concret. Souvent, l'eau qui sort du kli rishon, du kumkum par exemple, elle est à 80 degrés. J'ouvre le robinet du kumkum et l'eau va rentrer dans un kli sheni. Or, c'est vrai qu'il va y avoir des pertes de chaleur à cause de l'air qui se trouve. C'est vrai que les parois qui sont froides de ce second ustensile, ils vont permettre de modifier un petit peu, de diminuer un petit peu la chaleur de cette eau. Mais entre nous, vous êtes d'accord que l'eau qui va se trouver dans ce kli sheni, même si elle n'est plus à 80 degrés, elle sera quand même à 70 degrés, à 60 degrés, à 50 degrés, bref, plus qu'à 45 degrés. Pourtant, nos maîtres disent non. Un ustensile second ne peut pas cuire. Et si je veux mettre à l'intérieur des carottes, des tomates, etc., il n'y a aucun problème. Pourquoi? Si on considère qu'une eau à 45 degrés peut cuire, elle peut cuire, que ce soit dans kli rishon ou dans kli sheni. C'est une très bonne question. Cette question, c'est Tosfot, dans le traité de Shabbat, qui la pose. Et ils disent que non. Lorsque l'eau se trouve à 45 degrés et qu'elle se trouve dans un premier ustensile, dans un kli rishon, étant donné que cette eau a cuit dans ce kli rishon
et que les parois du kli rishon sont chaudes. Donc l'eau se maintient à une certaine chaleur. C'est vrai que j'ai retiré cette casserole du feu, de la plata, de la plaque métallique, mais peu importe. L'eau va malgré tout rester pendant une certaine période à une chaleur élevée. Et donc, nos maîtres considèrent que cette eau-là a le pouvoir de cuisiner. Et donc lorsque je rentre une tomate ou lorsque je rentre de la viande à l'intérieur, eh bien cette viande, cette tomate va cuire. D'où l'interdiction pendant Shabbat. Par contre, au moment où je prends cette eau et que je l'introduis dans un kli sheni, dans un ustensile second, étant donné que les parois sont froides, bien que l'eau, les premières minutes, va encore être à une température supérieure à 45 degrés, malgré tout cette eau-là ne peut déjà plus cuire. Dès lors que cette eau-là ne peut déjà plus cuire, eh bien, il n'y a pas de problème. Elle est encore chaude, c'est pas grave. Elle est chaude, mais elle ne peut pas cuire. Qu'est-ce qui peut cuire? C'est une eau de plus que 45 degrés qui se trouve dans un premier ustensile. Si ça se trouve dans un deuxième ustensile, ou a fortiori dans un troisième ustensile, ça ne peut déjà plus cuire. Évidemment, je vous demande de rester attentif jusqu'à la fin du cours, parce qu'il y a quelques exceptions. Mais pour l'instant, la règle dans les grandes lignes, c'est que le premier ustensile peut cuire, le deuxième ustensile ne peut déjà plus cuire les aliments qu'on introduira à l'intérieur. Et le troisième ustensile, a fortiori qu'il ne peut déjà plus cuire. Et le quatrième et le cinquième, vous avez bien compris l'idée. Que se passe-t-il concernant le hirouï mikli rishon? À savoir, j'introduis un aliment dans le verre, et puis j'ouvre le robinet du kumkum, et l'eau quitte le kumkum et immédiatement entre en contact avec l'aliment qui se trouve dans mon verre. Ça, on avait expliqué que ça s'appelle hirouï mikli rishon. Ça veut dire que l'eau va quitter le kli rishon et elle va immédiatement percuter l'aliment. Ce n'est pas le cas du kli sheni. Kli sheni, c'était le cas où je versais de l'eau du robinet dans un ustensile vide, que l'eau avait déjà eu le temps de se refroidir et qu'ensuite j'ai introduit à l'intérieur un aliment. Là, c'est différent. Là, l'eau bouillante va directement toucher l'aliment avant même de retrouver les parois de ce kli sheni. Comment on considère cette chose-là? C'est l'objet d'une grande discussion entre les rishonim. Certains disent que le hirouï mikli rishon, lui non plus, n'a pas la faculté de cuire, au même titre que le kli sheni. D'autres disent pas du tout. Le hirouï mikli rishon, il a la possibilité de cuire. Et en pratique, nos maîtres considèrent que le hirouï mikli rishon, il est, je dis le terme en hébreu, mevachel kede klipa. Ça veut dire qu'il a la capacité de cuire l'enveloppe extérieure du fruit. Si j'ai mis par exemple une pomme et que je verse de l'eau directement du kli rishon, toute la pomme ne sera peut-être pas cuite, mais la pellicule extérieure, la peau, l'épluchure de la pomme, elle sera cuite. Si je prends de la viande et que je la mets à l'intérieur et que ça percute directement du kli rishon, il y a une partie de la viande qui va être cuite, à savoir la partie extérieure. Or, d'après la Torah, on n'a pas le droit de cuire, que ce soit tout le morceau de la viande ou que ce soit la partie extérieure de la viande. Donc en pratique, nous n'avons pas le droit de verser de l'eau bouillante sur un ustensile qui n'a pas encore été cuit. Ça, c'est un principe qu'il faut connaître. Donc, si on résume, le kli rishon, il peut cuire dans tous les cas, qu'il soit sur le feu, qu'il ait été retiré du feu. Le hirouï de ce kli rishon, il peut lui aussi cuire. Certes, que la partie extérieure, mais il peut quand même cuire, donc c'est interdit pendant Shabbat. Le kli sheni, lui, il ne peut pas cuire. Donc a fortiori le hirouï du kli sheni et a fortiori aussi le kli shlishi, le troisième ustensile. Il faut savoir malgré tout qu'il y a une exception à la règle. Cette exception, elle s'appelle en hébreu les kalé abishul. Kalé abishul, ce sont les aliments qui nécessitent une toute petite cuisson pour être cuits. Il y a des aliments, comme par exemple la viande. La viande, pour pouvoir la cuire, il faut vraiment la laisser pendant un certain temps dans une eau qui a une température importante. Là, elle cuit. Si jamais je la rentre dans un kli sheni, par exemple, c'est sûr qu'elle ne pourra pas être cuite. Par contre, il y a des aliments qu'on appelle les kalé abishul, ça veut dire des aliments qui cuisent très facilement. Ces aliments-là,
même si on les introduit dans un kli sheni, ils ont la capacité de cuire. Quels sont ces aliments-là? À l'époque de la Gemara, il y avait un aliment, un espèce de petit poisson très fin, qu'on aurait du mal à situer aujourd'hui, qui s'appelle le Koulia saispanin. C'était un poisson qui cuisait extrêmement facilement. En un instant, il pouvait cuire. Ce n'était pas la peine d'avoir une grande chaleur d'eau, un tout petit quelque chose, ça pouvait déjà le cuire. C'est la raison pour laquelle, s'il est vrai que dans un kli sheni, j'ai le droit d'introduire des aliments crus qui n'ont pas encore été cuits, et j'ai pas peur que cette eau-là puisse cuire ces aliments-là, il y a néanmoins quelques aliments qui s'appellent les kalé abichoul et qui pourront être cuits même dans ce kli sheni. Quels sont ces aliments-là? On vient de le dire, c'est ce qui s'appelle le koulia saispanin. Autre exemple qui figure aussi dans la Gemara et dans la Halacha, c'est les œufs. Les œufs qui ont été pondus par une poule, donc les œufs qu'on connaît, ces œufs-là aussi, ils cuisent très facilement. Si je prends le jour de Shabbat un œuf et que je l'introduis dans un kli sheni, on considère qu'il y a un problème ici de cuisson, un problème de bichoul pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que ces petits poissons-là, qui s'appellent koulia saispanin, des espèces d'anchois visiblement, et les œufs de poule, ils cuisent très facilement, et donc même dans kli sheni, ils peuvent cuire. Pire que ça, même, il y a écrit dans la halakha, un iroui mi kli sheni, il peut les cuire. C'est quoi iroui mi kli sheni? On se rappelle. Le kli rishon, c'était le kumkum. C'était la casserole qui se trouvait sur le feu. Même une fois que je l'ai retirée du feu. Je prends cette casserole-là qui était sur le feu, je verse de l'eau à l'intérieur de mon verre. L'eau qui va se trouver dans ce verre, ça s'appelle de l'eau qui est contenue dans un kli sheni. Ce kli sheni, je rappelle, il n'a rien à la capacité de cuire en dehors des kalé abichoul. Si je mets dans ce verre un œuf, par exemple, de poule, cet œuf, il pourra cuire. Mais pire que ça, si jamais je verse de l'eau de ce kli sheni sur ces tout petits poissons-là, ou sur un œuf de poule, eh bien on considère que même ça va pouvoir cuire ces aliments-là. Que la partie externe, d'accord, mais ça va pouvoir cuire. Et donc c'est interdit. Par contre, le kli shlishi, lorsque j'ai versé le contenu de ce verre-là dans un autre verre vide, l'eau qui va se trouver dans ce nouveau verre, ça va s'appeler kli shlishi. Dans ce kli shlishi, j'ai tout le droit de mettre. Même des kalé abichoul, même des choses qui cuisent très facilement, même un œuf de poule. Ça, c'est un point important qu'il faut connaître. La question qui va se poser, c'est, alors qu'est-ce que je considère comme étant un kalé abichoul? Il y a la question qui se pose, le thé par exemple, les feuilles de thé, de verveine, ça s'appelle kalé abichoul ou pas? Qu'est-ce que je considère comme étant kalé abichoul? Et vous allez voir que ça va nous concerner vraiment dans notre Shabbat. Il y a ici une grande controverse entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Et je suis obligé de rentrer dans les détails parce que je sais que de nombreux auditeurs sont Sfaradim et de nombreux auditeurs sont Ashkenazim. Donc c'est important de bien préciser ce point-là. Je vous explique la problématique en un mot. Dans la Gemara, on voit qu'il y a un certain nombre d'aliments qui s'appellent kalé abichoul, dont on est sûr et certain qu'ils rentrent dans le cadre de kalé abichoul. C'est quoi ces aliments-là? Je vous les ai déjà dit. À savoir les petits poissons là qui s'appellent koulia saispanin et à savoir l'œuf de poule. Donc ces deux aliments-là, ils s'appellent kalé abichoul et je n'ai pas le droit de les introduire dans un kli sheni. Je n'ai pas le droit non plus de verser de l'eau bouillante qui sort d'un kli sheni directement sur eux. D'autre part, dans la Gemara, on voit de façon explicite qu'il y a un certain nombre d'aliments dont on est certain que ce n'est pas des kalé abichoul. C'est quoi ces aliments-là? Alors, notez bien, retenez bien. Premièrement, c'est l'eau. L'eau, on considère que c'est certain qu'elle ne cuit pas facilement. Deuxièmement, l'huile. On voit aussi dans la Gemara explicitement que l'huile, c'est certain que ce n'est pas un kalé abichoul. C'est certain qu'elle ne cuit pas très facilement. Et troisièmement, les épices. Les épices, vous
vous prenez des grosses épices, du gros poivre par exemple, ou les espèces de graines de genièvre ou quoi, les épices, il y a écrit aussi dans la Gemara de façon explicite qu'on peut être sûr et certain que ça ne s'appelle pas Kalé Abichoul. Et là, on a affaire à un problème. Il y a des aliments donc dont on est sûr que c'est des Kalé Abichoul, les œufs et le petit poisson. Il y a des aliments dont je suis sûr que ce n'est pas Kalé Abichoul, à savoir l'eau, l'huile et les épices. Qu'est-ce que je fais concernant les autres aliments? La carotte, puisqu'on en parlait, la tomate, les pâtes, le pain, qui n'aurait pas été cuit par exemple, tous ces, etc. Tous ces aliments-là, je ne sais pas s'ils appartiennent à Kalé Abichoul ou s'ils n'appartiennent pas à Kalé Abichoul, puisqu'ils n'ont pas été mentionnés dans la Gemara. La question, qu'est-ce que je fais dans un cas de doute? Là viennent les Sfaradim, Shulchan Aruch, et dit que c'est uniquement les aliments dont la Gemara dit explicitement qu'ils s'appellent Kalé Abichoul que je considère que c'est Kalé Abichoul. À savoir, ne sont considérés comme Kalé Abichoul que l'œuf de poule et que le petit poisson qui s'appelle Koulia Saïs Penin. Tout le reste, je considère que ce n'est pas des Kalé Abichoul. Et donc c'est comme l'eau, et c'est comme l'huile, et c'est comme les épices, et il n'y a aucun problème. Donc d'après les Sfaradim, on est déjà arrivé à une conclusion, halacha le maaseh. C'est que dans un kli sheni, j'ai le droit de mettre même a priori une carotte, j'ai le droit de mettre même a priori une tomate, j'ai le droit de mettre même a priori du riz qui n'a pas été cuit, j'ai le droit de mettre même a priori un morceau de viande, j'ai le droit de mettre même a priori tout autre aliment. Je ne vais pas maintenant faire une liste exhaustive de tous les aliments qui existent. Tous les aliments en dehors de l'œuf et en dehors des tout petits poissons. Ça, c'est l'opinion séfarade. L'opinion ashkénaze, telle qu'elle nous a été indiquée par le Chafetz Chaim, en tous les cas, est différente. Le Chafetz Chaim dit tout l'opposé. Il dit, les aliments dont on est sûr et certain que ce ne sont pas des Kalé Abichoul, à savoir les épices, l'eau et l'huile, ça, je suis certain que ce n'est pas Kalé Abichoul. Et donc ça, j'ai le droit de les introduire dans un kli sheni. Par contre, tous les aliments dont je ne sais pas, vu qu'ils n'ont pas été mentionnés dans la Gemara, eh bien, à cause du doute, je me dis peut-être que ces aliments aussi se cuisent facilement. Donc d'après les Ashkenazim, je n'ai le droit de cuire dans un kli sheni que l'eau, l'huile et les épices. Par contre, tout autre aliment, carottes, tomates, concombres, cornichons, tout ce que vous voulez, riz, tous les autres aliments, je considère, d'après les Ashkenazim, que c'est peut-être un Kalé Abichoul, et donc c'est interdit de les introduire dans un kli sheni. J'espère que j'ai été clair. Alors prenons un exemple immédiatement. Imaginez que je veuille faire un biberon pour mon bébé le jour de Shabbat. Je prends mon biberon et je verse de l'eau bouillante depuis le kli rishon, d'accord? Depuis le koum-koum, je verse de l'eau bouillante. L'eau, une fois qu'elle est arrivée dans le biberon, comment est-ce qu'elle s'appelle? Ça s'appelle de l'eau qui se trouve dans un kli sheni. Jusqu'à présent, vous êtes d'accord avec moi. Et maintenant, je vous pose une question. Cette eau-là, elle est brûlante. Je n'ai pas envie de brûler mon bébé. Donc, j'ai envie de mettre dans ce même biberon, dans lequel il y a déjà un petit peu d'eau, de l'eau froide. Ai-je le droit de mettre de l'eau froide dedans ou pas? Alors, appuyez sur Stop. Réfléchissez bien par rapport à toutes les données qu'on vient d'enseigner. Et dites-moi ce que vous en pensez. Réponse. D'après tout le monde, aussi bien d'après les Sfaradim que les Ashkenazim, il n'y a aucun problème. Pourquoi? L'eau chaude qui est contenue dans ce kli sheni, elle s'appelle kli sheni. C'est pas kli rishon. Kli rishon, c'était le koum-koum. Quand j'ai mis de l'eau dans ce biberon, l'eau du biberon, elle devient kli sheni. Or, on a dit que kli sheni, ça ne cuit pas. D'après Sfaradim, ça ne cuit rien en dehors du petit poisson et de l'œuf. Donc l'eau, ce n'est pas inclus. L'eau, j'ai tout à fait le droit de la mettre à l'intérieur, parce que l'eau froide que je vais mettre à l'intérieur, je ne considère pas qu'elle va cuire grâce à l'eau chaude qui se trouvait en dessous. Pourquoi je ne considère pas qu'elle va cuire? Parce que le kli sheni ne cuit pas. Et même d'après les Ashkenazim qui disent
que tout ce qui n'a pas été mentionné dans la halakha de façon explicite, n'appartenant pas aux choses dont on est sûr que ce n'est pas calé à bichoul, on dit que c'est peut-être calé à bichoul. Bon, en tous les cas, l'eau, ça on a dit. L'eau, c'est écrit explicitement que ce n'est pas calé à bichoul. Donc, j'introduis un aliment dont je suis certain qu'il n'est pas calé à bichoul dans un kli-sheni, il n'y a aucun problème. Donc nous sommes déjà sortis aujourd'hui avec une halakha lemaaseh. Halakha lemaaseh, lorsque j'ai mis de l'eau dans un biberon, de l'eau bouillante, et qu'ensuite je veux rajouter de l'eau froide, j'ai le droit de rajouter de l'eau froide et je ne m'inquiète pas du tout. Il n'y a aucun risque que l'eau chaude qui se trouve en dessous et qui est encore très chaude, elle puisse cuire l'eau froide que je vais introduire à l'intérieur. Si dans ce biberon, d'accord, dans ce biberon dans lequel j'ai mis de l'eau qui provient directement du kli rishon, j'ai envie de mettre des épices, là vous êtes d'accord que c'est la même chose. Aussi bien d'après les Sfaradim que d'après les Ashkenazim, il n'y a aucun problème. Vu que les épices, on est certain que ça n'appartient pas au calé à bichoul. Là je précise un petit point. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zecher Tzadik Livracha, écrit que tout ce qu'on considère que les épices, c'est sûr que ça n'appartient pas au calé à bichoul, c'est uniquement les épices, comme je vous ai dit tout à l'heure, le gros poivre, les grosses graines de coriandre, etc. Quand elles n'ont pas encore été moulues, là on considère effectivement que c'est difficile à les cuire. Elles se cuisent pas facilement. Par contre, si on a moulu et qu'on a obtenu des épices qui sont très fines, très finement moulues, ça dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, ça s'appelle déjà plus les épices dont on parlait. Et ça effectivement, ça rentre dans le doute de calé à bichoul, après les Ashkenazim, et donc ça c'est un problème de l'introduire dans un kli-sheni. Il y a des décisionnaires qui ne sont pas d'accord avec lui, et qui disent non, on a dit que les épices, ça ne cuit pas dans un kli-sheni, parce que c'est pas calé à bichoul, peu importe si ce sont des épices qui ont déjà été moulues, ou des épices qui n'ont pas été moulues. Dernière question que je vous pose mes chers amis pour voir que tout est clair. Imaginez que j'ai envie de mettre dans un kli rishon, j'ai une casserole qui était sur la plata, avec de l'eau à l'intérieur ou une soupe à l'intérieur. J'ai retiré l'eau de la plata. L'eau est à une température de 45 degrés. Ai-je le droit de mettre dedans une tomate, d'après les Sfaradim et d'après les Ashkenazim? Hein? J'ai le droit ou pas? Réponse bien sûr que non. On a dit, le kli rishon, il peut cuire tout, que ce soit calé à bichoul ou pas calé à bichoul. Mieux que ça, est-ce que j'ai le droit de mettre dans cette casserole des épices, ou de l'eau, rajouter un petit peu d'eau, ou de l'huile? Pas du tout, j'ai pas le droit. Le kli rishon, il cuit tout. Il cuit même l'eau, et même l'huile, et même les épices, et même ce dont on est sûr que c'est pas calé à bichoul. L'eau qui se trouve dans un kli rishon, elle peut tout cuire. Maintenant, je vous pose la question. Lorsque j'ai transvasé l'eau de ce kli rishon dans un autre keli, dans un autre ustensile, dans un kli-sheni, et qu'à présent j'ai envie de mettre à l'intérieur une tomate, quelle sera la halakha? Alors, réponse, d'après les Sfaradim, il n'y a aucun problème. Parce que d'après les Sfaradim, on considère que le kli-sheni ne cuit rien en dehors du petit poisson et de l'œuf. La tomate, c'est ni un petit poisson, ni de l'œuf, donc c'est autorisé. Et d'après les Ashkenazim, non, dans le kli-sheni, on a le droit de mettre que ou de l'eau, ou de l'huile, ou des épices. La tomate, ça fait partie ni de l'un, ni du second, ni du troisième. Et donc, après les Ashkenazim, après le Chafetz Chaim, c'est interdit. Je précise juste un petit point important. On a dit tout à l'heure que les choses dont on est sûr que c'est calé à bichoul, comme par exemple l'œuf de poule, ou comme par exemple le petit poisson, on a dit que ces choses-là se cuisinent tellement facilement que même si je verse de l'eau d'un kli-sheni directement dessus, ce qu'on avait appelé irouï mi kli-sheni, je prends de l'eau du kli-sheni et je la verse directement sur ce poisson, on avait dit que ça peut cuire. Question, les choses dont on n'est pas sûr que c'est calé à bichoul. D'après les Ashkenazim, il y a des choses dont on est sûr que c'est calé à bichoul, c'est le petit poisson et l'œuf. Et il y a des choses dont on est en doute, est-ce que c'est calé à bichoul ou pas? Comme par exemple les tomates, comme par exemple les pommes de terre, comme par exemple les carottes, etc. Alors là, dit le Chafetz Chaim, s'il est vrai que les choses dont on a un doute que c'est calé à bichoul, on n'a pas le droit de les introduire dans un kli-sheni, mais par contre de faire un irouï mi kli-sheni dessus, ça c'est autorisé. Irouï mi kli-sheni sur des choses dont on est sûr que c'est calé à bichoul, comme l'œuf et comme les petits poissons, ça c'est interdit. Mais une chose dont on a un doute, est-ce que c'est calé à bichoul ou pas?
faire un hiroui mi-kli sheni, verser de l'eau directement d'un kli sheni dessus, ça c'est permis. Mais les mettre dans kli sheni, d'après les Ashkenazim, ça c'est assour. J'espère que c'est clair. Et on a déjà gagné énormément de halachot. On a déjà bien compris que dans un kli sheni, d'après Sfaradim, on est tranquille. On peut quasiment tout mettre à l'intérieur. On peut mettre dedans tout type de fruits et de légumes et tout ce qu'on veut, si on veut les réchauffer, si on veut les cuire. La question qui va se poser, ça va être le thé. Est-ce qu'on a le droit de faire un thé? Je vous pose la question. Je prends un sachet de thé, je prends des feuilles de thé qui n'ont encore jamais été cuites, et je souhaite mettre ces feuilles de thé dans un kli sheni. Ai-je le droit de le faire ou pas? Alors réfléchissez par rapport à tous les principes qu'on vient d'étudier. D'après les Sfaradim, j'aurai le droit ou pas? D'après les principes qu'on vient d'étudier, il n'y a aucun problème pour les Sfaradim. Pourquoi? Le kli sheni, on a dit qu'il ne cuisine rien. Il ne peut rien cuire. En dehors des choses, je parle d'après les Sfaradim, en dehors des choses dont on est sûr que c'est calé à bichoul. Qu'est-ce qui est sûrement calé à bichoul? On a dit, c'est le petit poisson et c'est l'œuf. Les feuilles de thé écrit nulle part. Donc dès lors que je ne suis pas sûr que c'est calé à bichoul, je considère que ce n'est pas calé à bichoul, et donc j'ai le droit de les introduire dans un kli sheni. Telle est la halacha, logiquement parlant. Si on se fie à tout ce qu'on a étudié, à tous les principes de la halacha, on devrait dire que c'est permis de faire du thé dans un kli sheni. Écoutez jusqu'au bout juste. D'après les Ashkenazim, vous êtes d'accord que non. D'après les Ashkenazim, on n'a rien le droit de faire dans un kli sheni, hormis les choses dont on est sûr que ça ne cuisine pas dans le kli sheni, que ça ne cuit pas. Comme l'eau, l'huile et les épices. Tout le reste, on n'a pas le droit. Donc les feuilles de thé, j'ai un doute, est-ce que c'est calé à bichoul ou pas? Dans le cas de doute, je n'ai pas le droit de le faire. Est-ce que j'aurai le droit de faire ces feuilles de thé dans un kli shlishi? Là oui. Parce que même si je considère que les feuilles de thé, ça s'appelle un calé à bichoul, on a dit que dans le kli shlishi, même les calés à bichoul, ils ne peuvent pas cuire. Donc, d'après tout le monde, faire du thé dans un kli shlishi, c'est autorisé. Et il y a de grands décisionnaires, aussi bien Sfarad qu'Ashkenaz, qui vont dans ce sens et qui disent que si on veut faire un thé Shabbat, on le fait dans kli shlishi et on n'a aucun problème. Donc kli shlishi, ça veut dire je prends un premier verre, je verse de l'eau du kumkum dedans, ce verre il devient kli sheni, je verse de l'eau de ce verre dans un autre verre, dans un second verre. Ce second verre il va s'appeler kli shlishi. Une fois que l'eau est dans le kli shlishi, je peux mettre dedans mon sachet de thé. Je tiens juste à préciser un point important. Il y a un de nos grands sages qui s'appelait le Aruch HaShulchan. Le Aruch HaShulchan dit, moi je ne sais pas ce qu'il y a écrit dans la halakha ou ce qu'il n'y a pas écrit. Je ne sais pas ce qu'il y a écrit dans la Gemara ou pas. Je ne sais pas si d'après la halakha on considère effectivement que les feuilles de thé c'est calé à bichoul ou pas. Il dit mais moi je vois, mes yeux voient. Quand je prends un sachet de thé et que je le mets dans un kli sheni ou même dans un kli shlishi, je vois que ça cuit. La preuve, l'eau immédiatement, elle se colore selon la couleur du thé que je fais. Ça cuit. Alors qu'on ne me raconte pas des histoires. Comme ça dit le Aruch HaShulchan. Donc dit le Aruch HaShulchan, on ne peut pas s'amuser maintenant à dire non, kli sheni ça ne cuit pas. Pourquoi tu dis que ça ne cuit pas? Tu vois très bien que ça cuit. Et il dit le Aruch HaShulchan, moi je pense et je crains qu'une personne qui fait du thé dans un kli sheni ou même dans un kli shlishi, que cette personne-là soit vraiment passible de khatat. Ça veut dire que c'est un vrai issour de la Torah. Voilà ce que le Aruch HaShulchan a dit. En pratique, il y a beaucoup de décisionnaires qui ont désapprouvé son avis et qui disent non, ça ne cuit pas. Le thé infuse, ça ne veut pas dire que ça cuit. La halakha a ses propres critères. Qu'est-ce qui s'appelle cuisson, qu'est-ce qui ne s'appelle pas cuisson? Ton thé, il est bon, très bien, bois-le, la brioute. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu une cuisson. Dis le Minchat Yitzhak, tu vois que l'eau, elle se colore. Et alors? Même si jamais j'avais mis cette infusion dans de l'eau froide ou dans de l'eau tiède, ça se serait coloré. Alors c'est une preuve que ça se colore. En pratique, mes chers amis, maintenant je vous donne la halakha, les maaseh, ça veut dire la conclusion de la halakha. La conclusion de la halakha, c'est que malgré tout, l'opinion du Aruch HaShulchan est audible. On réussit à la comprendre un petit peu, malgré tout. Donc, la conclusion est la suivante. Si je veux faire du thé dans un kli shlishi, ça, on autorise et il n'y a pas de problème.
Je sais qu'il y en a qui se montrent un petit peu plus rigoureux parce qu'ils tiennent compte de l'opinion de Aruch HaShulchan, mais malgré tout, en pratique, dans Kli Shlishi, où on considère que Kli Shlishi ça cuit rien, ça cuit même pas les petits poissons et l'œuf, alors c'est pas la peine d'inventer maintenant que le thé ça va cuire à l'intérieur. Donc ça, on autorise. Maintenant, faire du thé dans un Kli Sheni, d'après les Ashkenazim, c'est sûr que c'est interdit. On l'a expliqué pourquoi. Parce que le thé, c'est sûr en tous les cas que ça appartient pas au cadre des aliments dont on est certain que c'est pas qu'elle est à bichoul. On voit bien que c'est oui, peut-être qu'elle est à bichoul. C'est ou certainement qu'elle est à bichoul ou peut-être qu'elle est à bichoul. Donc, d'après les Ashkenazim, il est hors de question de faire un thé dans un Kli Sheni. D'après les Sfaradim, revenons-en, bien que d'après la stricte loi de la halacha, il y aurait lieu d'autoriser de faire le thé même dans un Kli Sheni, fort de tous les arguments qu'on a déjà apportés, à savoir que le Kli Sheni, d'après les Sfaradim, ça ne peut cuire que les choses dont je suis certain que c'est calé à bichoul. Or, le thé, il est écrit nulle part que c'est calé à bichoul. Malgré tout, les décisionnaires disent qu'on évite de faire du thé dans Kli Sheni. Pourquoi? Parce que malgré tout, le thé, visiblement, l'intuition est que c'est un calé à bichoul. Comme ça, le Rav Ovadia écrit par exemple. Il dit c'est vrai que d'après la stricte loi, on pourrait peut-être autoriser. Mais en tous les cas, il faut se montrer plus rigoureux. Donc le thé, même d'après Sfaradim, comme on voit très bien de nos propres yeux que c'est un calé à bichoul, c'est quelque chose qui infuse très rapidement, très facilement. Donc on évite à tout prix de le faire dans un Kli Sheni et on ne peut le faire que dans un Kli Shlishi. Voilà, on pourrait encore dire beaucoup de choses, si Dieu veut, le prochain cours. Merci de votre attention et à très bientôt.